Ça y est, ils sont lancés. Dans l'ultime épreuve de vitesse contre endurance, le guépard prend immédiatement la tête. Atteignant la vitesse d'une voiture sur l'autoroute en seulement 3 secondes, c'est l'animal le plus rapide de la planète. Mais au bout de seulement 20 secondes, pendant lesquelles il a parcouru une distance de 7 terrains de football, le guépard ne peut plus continuer. Et l'antilope d'Amérique prend le relais. C'est l'animal le plus rapide d'Amérique du Nord. Elle laisse ses ennemis naturels, coyotes et lynx roux, loin derrière. Mais la voilà qui ralentit aussi. À une vitesse plus faible, elle peut la maintenir pendant plusieurs kilomètres. Attention, derrière toi. C'est un gnou bleu. Leur vitesse de pointe mise à part, ces animaux parcourent de vastes distances couvrant plus de 1600 km au cours de leur migration annuelle. Il te faudrait 20 heures de voiture pour parcourir cette distance. Ensuite, c'est le roi des animaux en personne. À l'instar des guépards, les lions sont faits pour de courtes pointes de vitesse. Ils chassent en sprintant vers leur proie et en se jetant sur elle avec des bonds pouvant atteindre 11 mètres. Mais au bout de quelques secondes, leurs muscles s'épuisent. Les voici l'un après l'autre, chat, lapin, ours. Presque tous les sprinteurs se mettent en branle en moins d'1 minute. Maintenant, découvrons qui peut tenir le plus longtemps. L'animal bipède le plus rapide et l'oiseau le plus gros de la planète peut assez bien rivaliser avec les sprinteurs. Les tendons des pattes d'autruche sont comme des ressorts qui propulsent l'animal vers l'avant sans trop dépenser d'énergie. Mais au bout de 45 minutes, alors que sa vitesse ne cesse de diminuer, l'autruche finit par abandonner. Et voilà que l'antilope d'Amérique abandonne aussi. Fait amusant, elle tire son nom anglais, pronghorn, de la fente unique qu'elle a dans chaque corne, comme les dents d'une fourchette. C'est le seul animal qui perd ses cornes chaque année. En général, seuls les bois tombent chaque année. Au bout d'1 heure, le chameau s'arrête. Il peut facilement transporter de grandes charges sur plus de 40 km par jour, mais pas en courant. Pour les journées venteuses dans le sable, les chameaux ont 3 paupières, protégées par 2 rangées de longs cils épais. Ils peuvent également fermer complètement leurs narines. Ce serait bien pratique pour nous aussi. Les chiens de traîneau ne sont pas loin derrière. Ils possèdent beaucoup d'énergie pour maintenir leur endurance. Ils consomment 5 fois plus de calories que ton chien domestique et en absorbent jusqu'à 10 000 par jour. Mais au bout d'1 heure et 20 minutes, ils s'arrêtent. Les zèbres tiennent toujours le coup. Tant qu'ils parviennent à éviter le bond rapide d'un lion, ils peuvent facilement distancer leurs prédateurs grâce à leur endurance. En réalité, le lion échoue à attraper le zèbre environ 80% du temps. Leurs cousins, les chevaux, continuent de galoper à une vitesse constante de 15 km/h, même s'ils sont capables d'aller 5 fois plus vite. Un cheval de course est élevé pour l'endurance, car sa rate pompe davantage de globules rouges pour maintenir ses muscles oxygénés. Mais au bout de 2 heures et demie, le cheval est lui aussi hors course. Et maintenant, l'humain prend les devants. Soufflé dans la poussière au début de la course, la vitesse la plus rapide jamais atteinte par notre espèce est de 44,7 km/h. Et c'est le sprinter olympique Usain Bolt qui l'a atteinte pendant une fraction de seconde. La vitesse est plutôt réservée au règne animal. Les humains ont été conçus pour courir sur de longues distances, et en cela nous les surpassons tous. Le meilleur que nous ayons dans ce domaine est un homme nommé Dean Karnazes, qui a couru 563 km à travers la Californie du Nord sans s'arrêter pendant 80 heures et 44 minutes, soit plus de 3 jours de course non-stop. Notre espèce a évolué pour la course d'endurance. Nous avons un corps couvert non pas de fourrure, mais de 2 à 5 millions de glandes sudoripares. Nous sommes aérodynamiques et pouvons nous rafraîchir plus efficacement que les animaux qui allaitent au lieu de transpirer. Nos gros muscles fessiers nous maintiennent en position verticale. Cela réduit notre centre de gravité et la surface frappée par le soleil. Nous économisons de l'énergie, maintenons notre équilibre et n'avons pas trop chaud, contrairement aux proies que nos premiers ancêtres chassaient. Il fallait de la persévérance, pas de la vitesse. Mais n'importe quel humain qui a déjà essayé de courir après le bus le sait. Nous devons nous entraîner pour parcourir de très longues distances. Et l'usure de nos muscles et de nos articulations n'est pas à négliger. Les marathoniens réguliers ont besoin de semaines, voire de mois de préparation avant une compétition et plusieurs semaines de repos après celle-ci. Les coureurs ont ralenti leur rythme jusqu'à marcher et le règne animal peut enfin briller par son endurance. Le lemming arctique passe la majeure partie de sa journée à trotter à la recherche de nourriture. Cette minuscule créature de 85 grammes parcourt 16 km par jour. C'est comme si tu parcourais la distance de 40 Grands Canyons en 24 heures. Un ours polaire parcourt généralement 32 km par jour, mais certains ont été suivis sur plusieurs centaines de kilomètres. Les ours polaires sont en réalité considérés comme des mammifères marins, puisqu'ils passent leur vie sur la glace de mer et dépendent de l'océan pour se nourrir. Les meutes de loups parcourent jusqu'à 50 km par jour à la recherche de nourriture. Les solitaires à la recherche d'une nouvelle meute ou d'un partenaire peuvent voyager beaucoup plus loin, jusqu'à 750 km. C'est comme si l'on montait et descendait l'Everest 50 fois.
Au cours de leur migration annuelle, les caribous peuvent parcourir plus de 4800 km, soit plus que la distance entre San Francisco et New York. La couleur des yeux des caribous de l'Arctique passe du doré au bleu en hiver. Cela rend leur vision plus sensible à la lumière pendant ces mois de faible ensoleillement. Mais qu'est-ce que c'est là-haut dans le ciel? Ce sont les pilotes d'endurance. Prends tes jumelles et regarde ce colibri à gorge rubis. Ne pesant pas plus d'une pièce d'un centime, certains d'entre eux traversent le golfe du Mexique, une distance de 800 km, en environ 22 heures de vol sans escale. Pas mal pour le plus petit oiseau du monde. Attention petit, voici un faucon pèlerin qui vole à 200 km/h. Ces oiseaux peuvent parcourir jusqu'à 1200 km par jour et atteindre une vitesse de près de 305 km/h en plongée. C'est le vol d'endurance le plus rapide parmi les oiseaux et, techniquement, l'animal le plus rapide sur Terre. Oh! Une ombre qui se profile recouvre le faucon pèlerin. Voici le plus grand oiseau volant du monde. Avec ses 3,5 mètres d'envergure, l'albatros peut parcourir 16 000 km, soit presque la moitié du globe en un seul voyage. Il passe la plus grande partie de sa vie en vol, ne se posant que lorsqu'il est temps de se reproduire. Ah, nous avons ici une libellule qui a récemment détrôné le papillon monarque pour la première place parmi les migrations massives d'insectes. Les monarques font un voyage annuel de 4500 km du Canada au Mexique. Mais la libellule globe-trotteuse traverse les océans et vole sur une distance de 17 700 km. Si tu veux établir un record du monde de la plus longue marche, il te faudra partir de la pointe la plus méridionale de l'Afrique et marcher jusqu'à la pointe la plus septentrionale de la Russie. Cela représente 22 500 km, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre. La sterne arctique couvre environ 30 000 km, soit les 3/4 de la circonférence de la Terre en 3 vols d'une semaine. Si tu voulais le faire à pied, il te faudrait 4 ans pour effectuer un tel voyage. Mais ce n'est rien comparé à l'oiseau qui peut voler sans arrêt pendant 200 jours d'affilée. Certains martinets peuvent voler pendant 10 mois non-stop, ce qui signifie qu'ils parcourent la distance de la Terre à la Lune plusieurs fois dans leur vie. Comme beaucoup d'oiseaux migrateurs qui fuient l'hiver, ils mangent et dorment en volant. Passe en mode rayon X et tu verras ces oiseaux éteindre la moitié de leur cerveau pour se reposer, tandis que l'autre moitié continue le vol. Ne sois pas si impressionné, les humains peuvent faire ça aussi, en quelque sorte. C'est pour cela que tu dors si légèrement dans des endroits non familiers. La moitié de ton cerveau est en alerte et ne dort pas entièrement. Les baleines à bosse nagent plus de 9600 km chaque année pendant la saison des migrations. Elles détiennent le record de la plus longue migration parmi les créatures marines. Fait amusant, la bosse de chaque baleine est aussi unique qu'une empreinte digitale. Il existe même un catalogue de photos de toutes les baleines connues. Pourtant, de nombreux requins pourraient se moquer de tous ces prétendants au titre, s'ils étaient capables de rire. Des espèces comme les grands requins blancs et les makos, parents contemporains du mégalodon, soit dit en passant, n'arrêtent pas de nager pendant toute leur vie. S'ils s'arrêtent, ils ne pourront plus respirer. Un mouvement continu permet à l'eau de circuler dans leurs branchies et c'est ainsi qu'ils obtiennent leur oxygène. Mais la plupart de leurs muscles n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est leur tissu musculaire blanc qui leur sert à la natation d'endurance sur de longues distances. Le tissu musculaire rouge qui a besoin de l'oxygène du sang n'est utilisé que lors de courtes pointes de vitesse. C'est une chaude journée d'été, tu es dehors, tu profites du beau temps. Tu veux t'allonger sur l'herbe fraîche quelque part à l'ombre, juste pour te détendre, mais... Berk! On dirait que quelqu'un a craché là, mais c'est en fait la maison d'un Cercopoidea. Ces petits gars sirotent beaucoup de sève aqueuse des plantes et quand ils la traitent, elle forme de nombreuses bulles, pas moins de 150 fois leur masse corporelle par jour. Toutes ces bulles forment un cocon où les jeunes insectes peuvent se développer en toute sécurité. Aucun oiseau ou animal ne veut manger ce cocon car il a un goût amer. Un peu comme si tu léchais une cartouche Nintendo. Pas si vite, monsieur Guépard. Apparemment, la fourmi Dracula est l'animal le plus rapide du monde et le vampire du monde des fourmis. Elle gagnerait sans doute aussi n'importe quel concours du plus gros mangeur de hamburgers puisqu'elle est capable de claquer ses mâchoires 5000 fois plus vite que ton œil ne peut cligner. Pour comprendre la vitesse de la fourmi Dracula, il faut regarder une vidéo de ses mâchoires qui s'entrechoquent à 480 000 coups par seconde. À cette vitesse, tu verras la fourmi bouger lentement ses mandibules. Elle ne court pas, mais sa bouche est rapide et elle bouge ses mâchoires si vite qu'elle se courbe en s'entrechoquant. Bon, les humains aussi peuvent le faire, claquer des doigts de sorte qu'ils se courbent. L'animal le plus sombre qui existe est la poule Ayam Semani. Non seulement elle a des plumes, des yeux et des griffes noires, mais elle a aussi des os noirs. La couleur est en fait noir bleuâtre et elle est très profonde. Si tu goûtes les ailes de cette poule, tu auras l'impression que quelqu'un les a laissées mariner dans du jus de mûre ou de l'encre de sèche.
Il semblerait que Marco Polo ait été le premier à avoir découvert ces étranges poules. En 1298, l'explorateur a écrit au sujet d'une race de poules aussi noire que les chats et qui pondrait les meilleurs œufs qui soient. Ce poisson d'eau douce est là depuis le début du XXe siècle et se souvient probablement du bon vieux temps des films en noir et blanc, voire même des films muets. Un buffalo à grande bouche a même atteint l'âge de 112 ans. Il faut dire que les plus vieilles créatures du monde vivent toutes dans la mer. Certaines éponges de haute mer ont 11 000 ans et elles sont toujours en bonne santé. Ce poisson a des branchies incroyables qui lui permettent de retenir son souffle pendant plus de 4 minutes. Voici le poisson cercueil, un animal étrange mais robuste. Il est aussi connu sous le nom de crapaud de mer. En fait, il ressemble beaucoup plus à un crapaud qu'à un poisson classique avec des nageoires et des écailles. Il peut aussi se gonfler grâce à l'eau de mer qu'il avale, si bien qu'il se dilate comme un ballon. Ce super pouvoir permet au poisson de retenir sa respiration pendant quelques minutes, puisqu'il reçoit en fait son oxygène de l'eau qu'il garde à l'intérieur. Mais cela n'est pas grand-chose en comparaison de l'homme. Le champion du monde peut survivre en retenant sa respiration pendant plus de 20 minutes. Certains animaux fabriquent leurs propres vêtements. Le crabe éponge fabrique une sorte de chapeau à partir d'éponges pour se protéger des méchantes créatures sous-marines. Pour savoir comment les crabes choisissent leur tenue, les chercheurs leur ont donné des éponges en mousse de différentes tailles. Plus le crabe est grand, plus il choisit une grosse éponge. Ils utilisent différentes techniques pour obtenir cette forme parfaite. En commençant par découper un petit trou pour la tête, puis ils voient si la taille leur convient. Si c'est bon, ils continuent à couper et à creuser dans cette éponge jusqu'à ce qu'elle devienne un chapeau parfait. Récemment, des chercheurs ont repéré un papillon de nuit qui buvait les larmes des oiseaux pendant leur sommeil. Jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 cas enregistrés d'animaux se nourrissant des larmes d'autres animaux. Il s'agissait de papillons d'Amazonie, d'abeilles solitaires et de papillons de nuit. Leur régime alimentaire habituel comprend surtout du nectar, mais il leur manque des sels essentiels qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Ils ne boivent pas seulement des larmes d'oiseaux, mais aussi des larmes de tortues, de crocodiles et de nombreux mammifères de la jungle amazonienne. Vraiment? Des larmes de crocodile? Certains habitants de la mer peuvent émettre de la lumière rouge. Par exemple, le poisson Malacosteus l'utilise pour attraper son dîner. Les crevettes ne voient pas la lumière rouge, donc ce poisson peut repérer n'importe quelle crevette rouge en émettant des impulsions de lumière rouge et l'attraper sans pour autant faire fuir sa proie. Les mammifères aussi peuvent briller. Un écureuil volant brille sous la lumière UV en émettant une lumière rose. Cela se produit parce qu'il est capable d'absorber la lumière et de la renvoyer dans une autre longueur d'onde. Les ornithorynques n'ont peut-être pas les plus grandes abat-joues, mais celles-ci sont certainement les plus bizarres. Ils conservent du gravier à l'intérieur de ces abat-joues pour les aider à écraser la nourriture qu'ils mangent. Vers, crustacés, escargots. Ces animaux n'ont pas de dents, donc le gravier est très utile quand il s'agit de mâcher la nourriture. Il fonctionne un peu comme un mixeur. Si les humains avaient les mêmes joues incroyables que les tamias, nous serions capables de transporter nos courses directement dans notre bouche. Les tamias peuvent transporter quelque chose d'aussi grand qu'eux dans leur bagage buccal surdimensionné. Les hamsters ont le même super pouvoir et peuvent même porter leurs petits dans leur bouche, au cas où ils auraient besoin de s'enfuir. Une petite carotte, qui semble minuscule pour un humain, mais significativement plus grosse pour un hamster, peut disparaître sans laisser de traces entre ses énormes joues. La limace de mer des Mariannes, qui vit comme son nom l'indique dans la fosse des Mariannes, est relativement petite, l'équivalent de 2 barres chocolatées. Malgré sa taille, elle peut facilement résister à une pression équivalente à 1600 éléphants empilés sur elle. Elle a une structure corporelle unique, par exemple, elle a des trous dans le crâne. Si son crâne était uniforme et n'avait pas de trous, il ne résisterait jamais à la pression des profondeurs de la fosse des Mariannes. De plus, son squelette cartilagineux est souple et flexible. Elle n'a pas non plus d'yeux, mais elle n'en a pas vraiment besoin, car elle vit dans l'obscurité la plus totale qui règne dans la fosse la plus profonde au monde. Voici maintenant la grenouille Pinocchio. Pas difficile à deviner, son nez peut grandir en un clin d'œil dans diverses situations. Dès qu'elle sent un danger arriver, il s'agrandit. Quand ces grenouilles sont calmes et se sentent en sécurité, tout revient à la normale. Le nez peut aussi s'allonger lorsqu'elles veulent attirer des partenaires et probablement lorsqu'elles racontent un mensonge. Tu aimes quand il pleut? Tu te prépares probablement une tasse de chocolat chaud, tu te couvres d'une couverture et tu t'assieds sur le rebord de la fenêtre en regardant ces gouttes qui tombent sur le carreau. Si tu aimes ça, tu n'es certainement pas un rhinopithèque de Striker.
récemment découvert en Birmanie. Ses narines sont tellement retroussées et exposées au monde extérieur qu'il éternue à chaque fois qu'il pleut. Mais si tu étais dans la chorale de ton école, vous avez un point commun. Les rhinopithèques adorent chanter en chœur. Les dauphins roses de l'Amazone ne sont pas nés de cette couleur. Leurs petits sont toujours gris, mais plus ils grandissent, plus ils deviennent roses. Un peu comme les humains se rident en vieillissant. Tu n'aimerais pas arrosir avec l'âge plutôt qu'avoir des rides? Tu aimerais certainement être un termite pour leur capacité à se passer de sommeil. Ils ne dorment jamais et la seule chose qu'ils fassent est de grignoter les bouts de bois qu'ils voient autour d'eux. Si tu as peur de prendre du poids à cause d'un régime riche en cellulose, tu pourrais probablement te transformer en escargot. Ils font une sieste énergétique pendant quelques heures et peuvent ensuite avancer sans dormir jusqu'à 30 heures d'affilée. Aucun poisson ne peut survivre longtemps sans eau, à l'exception du dipneust africain. Quand il sent que quelque chose ne va pas, il se met à sécréter un cocon de mucus et s'enfouit sous terre, à peu près 23 cm sous la surface. Il a un tube intégré pour respirer. Les Weta des montagnes rocheuses, originaires de Nouvelle-Zélande, ne craignent pas les changements de température drastiques. Leur sang contient une protéine spéciale qui l'empêche de se cristalliser en cas de températures extrêmes. Ils tolèrent mieux le froid que les ours polaires et même que les manchots, qui vivent dans l'endroit le plus froid du monde, l'Antarctique. Les lémuriens Makikata ont l'une des façons les plus incroyables de résoudre les conflits. Ils font des combats d'odeurs. Si tu prends en compte le nombre moyen de lémuriens dans un groupe, environ 20 ou 30, tu verras qu'il y a beaucoup de concurrence. Leurs glandes odorantes se trouvent sur leurs poignets et leurs épaules. Celles qui se trouvent sur les poignets sont inoffensives, l'odeur qu'elles produisent est assez volatile. Celles sur les épaules sont autrement plus méchantes et produisent une pâte brune à l'odeur nauséabonde qui durerait plus longtemps que n'importe quel parfum. Ah oui, conduire à travers la campagne, fenêtres baissées avec de la super musique à fond, les voyages en voiture peuvent être vraiment chouettes. Tu vois défiler des troupeaux de vaches par la fenêtre, mais soudain, l'une d'entre elles se distingue vraiment des autres. Littéralement. À côté, les autres vaches ressemblent à des hamsters noirs et blancs. Le record du livre Guinness de la plus grande vache revient à ce spécimen nommé Blossom. Ce gros mangeur d'herbe mesurait 2 mètres. Ah, quelqu'un ferait mieux d'acheter des chaussures de basket à cette vache. La vache mesure en moyenne 1,4 mètres. Blossom devait donc se sentir comme un géant. Quand on est aussi grand, on ne se contente pas de traîner dans un champ en mangeant de l'herbe. Blossom était l'hôte officiel d'un hôtel local. Big Grand Jake. Et crois-moi quand je dis que grand est un euphémisme. Ce type est devenu célèbre car il était le plus grand cheval du monde. Il mesurait 1,9 mètres. On va avoir besoin d'une quantité de chaussures de basket décidément. Quel étalon! Mot qui désigne en fait justement un cheval mâle. Donc... Maintenant, qu'en est-il de cette petite mignonne? La plus petite jument du monde. Elle s'appelle Thumbelina. Quel joli nom! Et elle mesure environ 0,5 mètres. Cependant, cela ne l'a pas empêché de devenir célèbre. Oh, et le plus petit cheval mâle s'appelle Bumble, ce qui signifie bulle en polonais. Il mesure 0,6 mètres, mais son cœur est énorme. Il est très mignon et plus petit qu'un lévrier. J'avoue, je suis une personne qui aime les chiens, enfin, les chiens de taille normale, disons. Un grand Danois nommé Zeus était officiellement le plus grand chien du monde. Il faisait 1,2 mètres et franchement, on avait l'impression de voir un petit cheval. Imagine cette tête qui te réveille le matin. Et quand tu l'emmènes faire une promenade, il te faudrait une laisse vraiment solide. Selon ses propriétaires, c'était un gentil géant et normalement il ne faisait pas de bêtises, heureusement. En plus, Zeus avait un travail vraiment important. C'était un chien de thérapie certifié. Il répandait donc son amour et sa joie à tous ceux qui étaient dans le besoin. Imagine un chien comme ça. Tu n'aurais pas besoin de lui sortir un bol d'eau tous les jours. Il pourrait juste boire directement au robinet. Les câlins seraient aussi une sacrée histoire. Et tu imagines ce que ce grand gars pouvait bien manger? Aurait-il même pu tenir sur ton lit? Tellement de questions. Et si tu es plutôt le genre de personne qui préfère les chats, eh bien tu ferais mieux de te préparer. Quoi qu'il en soit, ce chat a été nommé le plus long chat domestiqué du monde. Il s'appelle Baribel, ce qui signifie clown, et il vient d'une petite ville d'Italie. C'est aussi un gentil géant, ce qui est une bonne nouvelle, car il est plus long qu'une batte de baseball. Quand ils voient une photo, les gens pensent généralement que ce chat a été photoshopé. Il aime se prélasser au soleil près de la fenêtre pour regarder le jardin.
Quand il chasse des souris, il doit avoir l'impression de poursuivre des fourmis. Les anciens détenteurs de ce titre s'appelaient Ludo et Stewie, la même race que Barrywell. Ça fait tout de même beaucoup de poils de chat sur le nouveau canapé de ma mère. Ouais. Le lapin suivant s'appelle Darius. Ses longues oreilles et son joli nez en forme de bouton ne sont pas la raison pour laquelle il est spécial. Un lapin normal mesure environ 35,6 cm, mais Darius fait un peu plus de 127 cm. C'est un gros lapin chien. Darius a grandi dans une ferme en Angleterre, et le fait de vivre en plein air dans les champs lui a donné une personnalité super cool. Mais le nourrir doit être difficile. Darius doit être une machine à manger des carottes. Je ne veux pas descendre dans ce trou de lapin. Arrêtons les choses mignonnes, c'est l'heure des animaux plus exotiques. Peut-être même mythiques. Les mythes sont tout simplement la façon dont les gens expliquent les choses incroyables, comme la légende de l'homme aux lèvres blanches, qui s'est avéré être juste moi en train de manger du cheesecake. Rusé et rapide sous l'eau, il est capable de faire sombrer un navire entier. Le Kraken était célèbre pour faire disparaître les navires, selon les légendes. C'est probablement un conte de marin inventé pour effrayer les nouvelles recrues. Mais les chercheurs ont peut-être trouvé son petit frère. Le plus gros calamar jamais trouvé mesurait près de 18,3 mètres de long. Mais les chercheurs ont oublié de le filmer. Oh non. Le plus gros calamar jamais filmé faisait environ 7,6 mètres. C'est aussi long qu'un camping-car. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y en avoir de plus gros, mais ils sont un peu timides devant les caméras. Le grand requin blanc fait peur à tous les animaux de la mer. On l'appelle la reine de l'océan, mais elle n'est pas une de ces gentilles et douces souveraines. Oh, loin de là. Les scientifiques ont pu la marquer pour l'étudier davantage. Cette reine pèse environ 1587 kg. C'est comme 6 motos ou 14 000 hot dogs. Elle a été prise dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse par une équipe de chercheurs terrifiés. Heureusement que les requins ne se baladent que dans l'océan, à moins que ce soit un épisode de Ninja Warriors avec des requins. Ça c'était le plus gros, maintenant le plus long. Bonne supposition mais non, ce n'est pas du tout un serpent. Mais il est aussi long qu'un demi-terrain de football. Cet animal a été découvert dans les eaux profondes, au large de l'Australie. Ils l'ont trouvé là, tout brillant. Et écoute ça, les scientifiques disent que ce n'est même pas une seule créature, elle ressemble juste à une seule bête, mais en fait, il s'agit d'une colonie entière, qui se clone et se multiplie jusqu'à devenir encore plus grande. C'est un nom technique et... l'animal suivant peut se déplacer sur terre et sur l'eau. Ne te laisse pas tromper par ses pattes courtes et maigres. Un crocodile peut courir aussi vite qu'un homme sur terre. Donc si tu fais une course contre ces sprinteurs, essaie de grimper le plus haut possible dans un arbre. Les crocos ne peuvent pas grimper aux arbres. Mais tu peux être sûr qu'ils t'attendront quand tu descendras. Ce sont aussi les reptiles les plus lourds du monde. Un adulte peut peser à peu près autant que 2 petites voitures. Le plus grand en captivité était un crocodile marin aux Philippines. Il s'appelait le Long et mesurait 6,1 mètres de long. C'est comme 2 tables de ping-pong bout à bout, avec tout un tas dedans. Ensuite arrive encore un autre reptile, un gigantesque serpent de Malaisie. Voici l'histoire. Des ouvriers d'un chantier étaient en pause et il faisait très chaud. Ils ont remarqué quelque chose. Était-ce un gros tuyau? Eh bien cette fois, c'était un serpent. Ils ont sorti le plus long python jamais capturé. Il a fallu plus de 5 hommes pour le sortir du chantier sans le blesser, ni se faire blesser. La bête mesurait 7,9 mètres de long et pesait environ 249 kg. C'est seulement un peu plus court qu'un grand lampadaire. Le record précédent du plus long serpent en captivité était le célèbre Méduse. C'était aussi un python. Ce genre de serpent peut manger tout son poids pour son déjeuner. C'est comme si je mangeais 280 hamburgers. Je ne veux absolument pas de frites avec ça. Retour à l'eau. Le plus gros poisson-chat bleu jamais capturé. Les Anderson l'ont attrapé en Virginie en 2011 et ils s'en vantent depuis. Avec un poids surprenant de 65 kg, c'est comme si on pêchait une machine à laver dans un lac, sur un petit bateau. C'est pourquoi il a fallu le père et le fils pour le sortir sur le pont. La mention honorifique est décernée au plus vieux chat du monde. Non, ce n'est ni un lion ni un tigre, mais un mélange des deux. C'est un ligre. Le ligre n'existe pas dans la nature puisque les lions et les tigres vivent dans des régions totalement différentes du monde, mais cela est arrivé dans un parc animalier. Hercule détient ce record particulier. Avec plus de 408 kg, il est le plus grand mammifère carnivore du monde. Il tient sa longueur de sa mère, un tigre, et son poids de son père, un lion appelé Arthur.
Tu veux savoir comment ça s'appelle quand la mère est un lion et le père un tigre? Un tigron. Ils sont beaucoup moins communs que les ligres, mais ils sont tout aussi bizarres. Cela ressemble à la créature mythique de la Grèce antique, la chimère. Elle était à la fois lion, chèvre et serpent, et certaines histoires disent qu'elle avait même des ailes de chauve-souris. Oh, et elle crachait du feu aussi. Il faudrait faire venir tout un tas de pompiers spartiates pour s'occuper de cette chose. Mais on pourrait probablement faire une chouette fête avec un barbecue. Et nous, les humains? Le prix est décerné à Robert Wadlow, dans l'Illinois. Il mesurait 2,5 mètres et il pouvait porter son père à l'âge de 9 ans. Réfléchissons-y un instant. Il mangeait plus de 8000 calories par jour et sa pointure était 71. La simple vue de son aileron nous arrête presque le cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens aussi nerveux d'aller te baigner. Ce chasseur géant aux dents en forme de couteau est bien connu. C'est le grand requin blanc. Et si cette terreur ultime des océans devait plier bagage, ce devrait être pour une bonne raison. Mais qui pourrait bien faire peur aux dents de la mer? Un monstre Lovecraftien géant qui ferait même passer le mégalodon pour du menu frétin? Non, pas tout à fait. Rien ne nettoie les océans aussi efficacement que les orques. Lorsqu'un groupe d'entre elles cherche de la nourriture, comme des otaries ou des calamars, même les plus gros et les plus effrayants des requins quittent la zone sans même se retourner. On ne sait pas si elles visent spécifiquement les requins blancs ou si elles ne font qu'empêcher la concurrence d'entrer dans la zone. Mais selon les experts, les requins fuient face à elles et ne reviennent parfois pas avant l'année suivante. Et c'est logique. Les orques sont beaucoup plus grandes que les grands blancs et elles ont de nombreuses dents qu'elles savent utiliser pour satisfaire leur appétit vorace. Les orques sont également très intelligentes et travaillent en équipe pour obtenir ce qu'elles veulent. Qu'il s'agisse d'attraper un banc de poissons, d'éloigner les phoques de la glace ou même de chasser des baleines à bosse. Alors, si même le grand requin blanc a peur de la puissante orque, devrait-on en faire de même? Personnellement, je garde mes distances avec tout animal sauvage. Mais tu seras peut-être rassuré de savoir que les orques sont très difficiles en matière de nourriture et les humains ne figurent pas sur leur menu. Il est donc peu probable qu'elles modifient leur régime simplement parce que tu te trouves dans les parages. Au fait, les orques ne sont pas des baleines. Techniquement, elles correspondent à la plus grande espèce de dauphin. Et les requins ont aussi peur de leurs cousins, les grands dauphins. Un seul d'entre eux est plus fort qu'un requin, alors imagine lorsqu'ils sont en groupe. Les requins sont facilement dépassés par la grande agilité de ces mammifères marins qui utilisent leur long museau comme un bélier. Cela dérange tellement le requin qu'il préfère tout simplement quitter la zone. Maintenant, si on pense aux autres grands chasseurs du règne animal, les loups nous viennent toujours à l'esprit. Une meute peut s'emparer d'un vaste territoire et comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent choisir tout ce qui leur plaît parmi un vaste menu. Les loups sont intelligents, rapides et agiles, mais leur plus grand avantage est sans doute leur nombre. Si les grizzlies ou les pumas pouvaient prendre le dessus face à un seul d'entre eux, le nombre joue toujours en faveur des loups. Le chasseur devient alors le chassé. Et même seul, le loup reste terrifiant. Il est trop difficile pour un autre animal de s'en prendre à un loup solitaire, alors on les laisse généralement tranquilles. Imagine-toi maintenant pouvoir traquer un sanglier par des températures inférieures à 0, vêtu d'orange dans un environnement complètement enneigé. Le tigre de Sibérie excelle dans ce domaine. Long de plus de 3 mètres et pesant jusqu'à 180 kg, c'est le plus grand de tous les chats sauvages. Ce félin pourrait facilement sauter par-dessus toi, tout en portant 2 fois son propre poids. Le seul animal qui peut vraiment le défier serait un ours brun assez grand, et ce serait un réel défi. Pas étonnant que le tigre de Sibérie soit au sommet de la chaîne alimentaire, là où il vit. Quant au grand patron en Amérique du Sud, ce serait l'anaconda vert. Même les jaguars et les caïmans ne sont pas tranquilles face au plus grand serpent du monde. Les eaux troubles des rivières et leurs berges dissimulent parfaitement ce serpent géant qui passe totalement inaperçu. Allongé là, à attendre qu'une victime s'approche d'un peu trop près. Et pan! Il frappe! Il se sert de ses dents courbes et effilées et de ses 4,50 m de muscles pour maintenir son repas en place. Heureusement pour la plupart des autres animaux, après avoir avalé son repas, un anaconda peut passer des semaines, voire des mois à le digérer. Mais le plus gros serpent du monde n'est pas le plus dangereux. Ce titre appartient aux mambas noirs. Les lions, les hyènes tachetées, les girafes et même les éléphants l'évitent à tout prix. Ils savent tous qu'une simple morsure les terrassera. Pouvant atteindre 4 mètres de long, c'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde après le cobra royal. Le mamba noir d'Afrique est le serpent le plus rapide du monde.
Il peut filer jusqu'à 19 km/h. C'est à peu près la vitesse maximale de la plupart des tapis roulants. Cette voisine de l'anaconda vert a beau ne pas être la bosse, elle mérite quand même d'être mentionnée, l'anguille électrique. Très peu d'animaux sont prêts à affronter une créature aussi chargée qu'elle. Elle possède environ 6000 cellules spéciales qui peuvent produire jusqu'à 800 volts d'électricité. C'est 3 à 6 fois plus fort qu'une prise murale. C'est suffisant pour assommer un cheval ou pour éclairer un sapin de Noël. En 2019, un aquarium américain a accroché des guirlandes électriques à son bassin à anguilles. Chaque fois que l'anguille lançait une décharge, les ampoules s'illuminaient. Il paraît que l'anguille électrique peut donner une double décharge grâce à un pouvoir dit révoltant. Non, c'est un jeu de mots. Par contre, l'anguille électrique a besoin de respirer de l'air en remontant à la surface toutes les 10 minutes pour remplir sa bouche d'air. Oui, son seul poumon est dans sa bouche. Et qu'en est-il du roi de la jungle ? Il porte ce titre juste dans les livres et dans les films, car pour commencer, il vit dans les plaines africaines et non pas dans la forêt. Et toute une série de prétendants comme les hyènes, les léopards et les crocodiles tentent sans arrêt de s'emparer de sa couronne. Même les zèbres et les girafes peuvent arrêter ce grand félin d'un coup de sabot bien placé. Si l'on s'en tient à la seule force de morsure, le crocodile du Nil a la plus grande jamais mesurée. Ses mâchoires sont 5 fois plus puissantes que celles d'un lion. Étant donné qu'il vit dans l'eau, il suffirait d'éviter de se baigner. Mais bonne chance pour éviter un lion. Ils peuvent courir à 80 km/h, sauter la longueur d'un bus et même grimper aux arbres. Mais le principal concurrent du lion au titre du roi est le lycaon. Ces deux espèces s'affrontent souvent car elles chassent la même nourriture dans la même zone. Face à un groupe de lionnes, les lycaons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Mais ils ont un avantage sur les félins, leur endurance. Les lions peuvent atteindre une vitesse incroyable, mais uniquement sur une courte distance. Cela demande trop d'énergie pour déplacer ces 180 kg de muscles sur de longues distances. Par contre, les lycaons ont de longues pattes élancées et de très grands poumons. Cela signifie qu'ils peuvent courir vite et tenir la cadence sur des kilomètres. C'est comme ça qu'ils chassent, en fatiguant leur déjeuner. Il y a encore un animal assez courageux pour affronter le roi si ce dernier se montre trop curieux, l'hippopotame. Ils ont beau sembler gentils et inoffensifs, les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux de la planète. D'après les statistiques, ils font plus de victimes que les grands requins blancs. Et ce ne sont pas les patapoufs qu'on s'imagine. Ils sont tout en muscles et pèsent autant qu'une voiture. Leurs canines pointues peuvent être plus longues que ton avant-bras et ils n'ont peur de rien. Même les lions et les crocodiles préfèrent garder leur distance. Leur nom signifie cheval d'eau et ils passent jusqu'à 16 heures par jour en immersion. Mais le plus drôle, c'est que les hippopotames ne savent pas vraiment nager. Si tu crois en voir un nager, ils marchent en fait sur le fond. Ils peuvent tout de même battre la vitesse des meilleurs nageurs olympiques, alors fais attention. Et oui, attention le lion. Les hippopotames sont peut-être les vrais rois de l'Afrique. Mais je ne m'approcherai pas d'eux pour leur remettre la couronne. Quant au souverain des forêts, c'est le grizzly. Pesant plus d'une demi-tonne, on aurait tort de croire que ces grosses boules de poils sont lentes et maladroites. Le grizzly peut courir à 40 km/h sur de longues distances, et ce en montée, en descente et sur tous les terrains. C'est le 4x4 du monde animal. N'ayant aucun prédateur naturel, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement qu'il dort un tiers de l'année. J'espère juste pour toi que tu ne tomberas jamais sur l'un d'eux, surtout avant qu'il n'entre en hibernation. Ces ours passent les mois d'automne à s'engraisser pour tenir l'hiver, donc ils sont encore plus affamés que d'habitude. Étant le plus grand oiseau de proie d'Amérique du Nord, l'aigle royal se retrouve partout en Amérique du Nord, aussi bien dans les forêts que dans les montagnes. Il fait presque 2 mètres d'envergure et on ne parle pas de vision d'aigle pour rien. Ces oiseaux peuvent repérer un lapin à 5 km depuis les airs. C'est comme si tu voyais une fourmi depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages. Les aigles royaux peuvent aussi plonger rapidement depuis une très grande hauteur. Au cours de ces piquets, ils atteignent des vitesses dépassant les 320 km/h, aussi vite qu'une flèche en vol. Encore raté! Tu viens de perdre 1 heure à courir partout avec un journal enroulé en essayant d'attraper cette mouche qui n'arrête pas de bourdonner autour de ta tête. 3 questions. Pourquoi n'a-t-elle pas peur de toi? Pourquoi ne part-elle pas ailleurs? Et comment se fait-il qu'elle soit si incroyablement rapide? Les mouches ont en fait une vitesse assez normale pour leur taille. C'est toi qui es juste un peu trop lent. Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. 1 seconde pour toi équivaut à 5 ou 6 secondes pour une mouche.
Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Lâche un ballon de baudruche par la fenêtre de ta chambre et regarde-le tomber par terre. C'est à peu près la lenteur avec laquelle une mouche voit se mouvoir les choses. Elle a donc des réflexes dignes d'un ninja, mais elle a aussi des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui captent la lumière en même temps. Tu utilises de petits muscles pour tourner tes yeux et ta tête afin de regarder dans différentes directions. Les mouches n'ont pas ces muscles, elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps, ou presque. Peu importe de quel côté tu attaques, cette mouche va presque certainement te voir venir. Tu as probablement déjà vu des avions supersoniques dans les films, volant et se retournant à une vitesse incroyable. Une mouche est à peu près comme ça, mais avec des ailes bien plus élaborées. Elle peut changer de direction en plein vol, s'arrêter et esquiver tout obstacle. Elle peut même calculer une trajectoire de vol avant de décoller. Bon, cette fois, tu vas vraiment écraser cette mouche. Tandis que tu lèves ton papier enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où il va atterrir. La mouche met immédiatement son corps dans la position parfaite, prête à effectuer une manœuvre d'évitement. Si ta main se déplace devant l'insecte, ses pattes s'inclinent immédiatement vers l'arrière pour l'aider à s'envoler dans l'autre direction. Waouh! Cette mouche ferait un excellent boxeur ou un très bon gardien de but. Mais pourquoi cette mouche se donne-t-elle la peine de rester dans le coin alors que tu essaies sans cesse de l'écraser? Eh bien, parce que ton corps est un festin 5 étoiles et que ta peau est la table du buffet, avec des rangées et des rangées de délicieuses friandises. Quand tu te déplaces dans la journée, ta peau libère de la sueur, des protéines, des glucides, du sel, du sucre et d'autres produits chimiques dont les mouches raffolent. Imagine que tu marches dans le désert et que tu as faim et soif. Tu arrives sur une grande dune de sable et tu l'aperçois. De la nourriture à volonté. Des tables de fruits, des sucreries, des sandwichs et la plus grande fontaine de soda au monde. Le videur a l'air d'être gros, dur et rond. C'est une tortue géante. Maintenant, tu sais pourquoi la mouche reste dans les parages. Tu es la tortue. Tu as pourtant une petite chance d'écraser cette mouche, mais elle va quand même s'échapper 8 fois sur 10. Disons qu'une mouche est posée sur la table de ta cuisine. Voici ce que tu dois faire. Tu dois viser quelques centimètres devant l'endroit où tu penses qu'elle va s'envoler. Le cerveau de la mouche pensera que tu vises droit sur elle, donc tu peux la déjouer et la prendre par surprise. Le problème, il est très difficile de prédire le chemin que prendra la mouche pour s'échapper. Si tu es trop lent, pourquoi ne pas appeler du renfort? Voici la cicindelle, vitesse 2,5 mètres par seconde. Elle ne peut pas voler, mais ça n'a pas d'importance. Ce coléoptère court si vite qu'il perd la capacité de voir lorsqu'il se déplace. Il identifie une cible et ensuite se met à courir sur elle. Ce n'est pas un ninja comme la mouche et il ne peut pas changer de direction à mi-chemin. Il doit s'arrêter avant chaque course. Tu marches à environ 1,5 mètres par seconde, donc la cicindelle va 2 fois plus vite que toi. Mais pour sa taille, elle est incroyablement rapide. Elle parcourt 125 longueurs de son corps en 1 seconde. Disons que tu fasses 1,80 m. Tu devrais courir 230 mètres en 1 seconde pour être aussi rapide. Si elle se trouve sur la même surface que la mouche, cette dernière n'a aucune chance de lui échapper. Ou peut-être qu'il est temps de faire appel aux forces aériennes. La libellule est l'insecte volant le plus rapide du monde. Cette petite créature peut atteindre 55 km/h. C'est plus rapide qu'un vélo qui descend une colline à toute vitesse. Les ailes de la libellule lui permettent aussi de voler en arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, comme un hélicoptère. Peu importe la vitesse à laquelle la libellule se déplace, elle laisse peu de chance à la mouche. Les mouches, les libellules et les cicindelles sont rapides parce qu'elles évitent de passer trop de temps à l'extérieur. Il y a beaucoup de créatures affamées dans les environs. Mais il existe un insecte qui court vite parce que s'il s'arrêtait, aïe! Pour rencontrer une fourmi argentée si rapide, il faut aller dans le désert du Sahara. Le sable y est si chaud que tu pourrais y faire frire un œuf, bien sablonneux. C'est pourquoi la fourmi argentée se déplace à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Elle ne veut pas se brûler les pattes. Elle a aussi des poils en forme de triangle qui réfléchissent la chaleur, ce qui l'aide à échapper au soleil brûlant. Si cette fourmi était de taille humaine, elle pourrait courir à 600 km/h, plus vite que la voiture la plus rapide du monde. Une autre fourmi détient un record de vitesse. La fourmi Dracula ne peut pas courir aussi vite que la fourmi argentée,
mais elle a la bouche la plus rapide du monde. Elle peut ouvrir et fermer ses mâchoires 5000 fois en un clin d'œil. Voici un autre insecte rapide, cette fois-ci un peu plus près de la maison, ou même à l'intérieur. La blatte américaine peut se cacher dans les murs, derrière le poêle, à peu près partout. Il est presque impossible de l'attraper, elle peut courir à 1,5 mètre par seconde. C'est grâce à ses 6 pattes, chacune ayant 3 genoux. Ses pattes sont couvertes de petits poils qui détectent tout changement dans l'air. C'est pour cela qu'elle réagit si vite quand tu entres dans la cuisine et que tu allumes la lumière. Et le détenteur du record mondial de la créature la plus rapide sur Terre est de la taille d'une graine de sésame. C'est une sorte d'acarien et il peut se déplacer à 322 longueurs de son corps par seconde. Si tu grossissais cet acarien pour lui donner une taille humaine, il pourrait aller presque 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut même changer de direction en se déplaçant. Cela en fait la créature la plus rapide et la plus insaisissable de la planète. Mais trouvons maintenant des animaux qui nous permettent de soutenir la comparaison. L'escargot de jardin appartient à la famille des mollusques et aime prendre son temps. Si tu te déplaçais à la vitesse d'un escargot, tu ferais 2 pas toutes les 2 heures. Mais les escargots ne s'en soucient pas. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Ils utilisent leurs coquilles pour se protéger, mais ils ont aussi d'autres astuces. Certains escargots dégagent une odeur désagréable pour que personne ne les dérange. S'il fait trop chaud et trop sec, les escargots se cachent dans leurs coquilles et s'enferment dans la bave fraîche qu'ils fabriquent. Cette bave les aide aussi à grimper aux arbres. Les paresseux sont les mammifères les plus lents de la planète. Grâce à leur métabolisme lent, la nourriture peut prendre jusqu'à 16 jours pour être digérée. Il ne serait pas si difficile d'attraper l'un d'entre eux, mais paradoxalement, leur lenteur les aide. En effet, comme un paresseux ne fait pas de mouvements brusques, les prédateurs ne les remarquent tout simplement pas là-haut parmi les feuilles. Le lamantin est l'une des créatures marines les plus lentes, mais ils ne s'inquiètent pas trop que quelqu'un les embête, sauf peut-être les humains sur des bateaux à moteur. Ils sont énormes et leur peau est très épaisse, un peu comme un tank marin, mais en bien plus mignon. Un autre nageur relativement lent est le requin du Groenland. Il nage à moins de 1 km/h. Comme le lamantin, il est suffisamment grand, si bien que personne n'est susceptible de le défier en face à face. Mais cela conduit à la technique de grignotage la plus hilarante qui soit. Le requin du Groenland est en fait plus lent que tous les poissons présents dans l'eau. La seule chance qu'il ait est d'attendre que certains de ces poissons s'endorment, puis c'est l'heure du dîner pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur mode de vie paisible prolonge en fait leur espérance de vie. La durée de vie moyenne d'un requin du Groenland est de 300 à 500 ans. Ils vivent dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Imagine, tu es en croisière et tu vois un de ces géants au ralenti. Il pourrait avoir 400 ans de plus que toi. Tu te réveilles avec la tête lourde. 1. Où est ton lit confortable? Et 2. Pourquoi tu dormais par terre sur un sol humide et sale au milieu de nulle part? Attends, c'est quoi tous ces trucs autour de toi? Tu es dans la jungle. Il y a un gros sac à dos à proximité avec des produits de première nécessité comme de l'eau, des biscuits, des bonbons et une veste. Tout cela est à toi, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Comment diable es-tu arrivé ici? Attends, une veste? Il fait incroyablement chaud. Tu n'auras certainement pas besoin de ça. Sérieusement, c'est quoi cet endroit? Des plantes avec des feuilles géantes, des gros arbres de la forêt tropicale. Ça ressemble un peu à Jurassic. Tu sursautes de peur, tu regardes autour de toi et tu cours sous une de ces grandes plantes. D'accord, ce n'est pas un bon choix et certainement pas le meilleur moment pour se rappeler que tu es nul pour jouer à cache-cache. Il y a un énorme animal bizarre qui sort des buissons et te regarde. Un dinosaure. Tu cries, tu frissonnes, tu te couvres les yeux. Ce n'est pas exactement comme ça que tu t'attendais à passer ta matinée. Attends un peu. Les dinosaures n'aboient pas. Tu ouvres les yeux, cette chose t'a certainement attaqué, mais maintenant elle saute partout, remue sa longue queue, aboie et tire la langue. Et il a l'air si familier. C'est un chien? Tu cries presque de soulagement. Ce truc est bizarre. Un chien... Osaure? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Grand, gris et poilu, mais incroyablement similaire à un T-Rex. Ses pattes avant sont en fait de petits bras courts et son long museau avec des dents pointues te tourne autour. Alors que le chianosaure te couvre de bave de dinosaure, une autre chose poilue sort des buissons.
blanc et poilu, avec des pattes avant courtes, une longue queue gris foncé et des oreilles ridiculement grandes. C'est un lapinosaure. Les deux animaux commencent à se poursuivre et à faire des cabrioles. C'est pour de vrai? Le chianosaure s'ennuie et vient vers toi en courant. Il commence à se frotter la tête sur ton bras. Tu le caresses tout en te demandant ce que tu vas faire ensuite. Que se passe-t-il si cette chose s'ennuie ou a faim? Je vais l'appeler Max. Tu prends un bâton aussi loin que possible. Au moins, c'est fini. Le chianosaure est parti et les questions commencent à envahir ton cerveau. Que fait cette chose dans la jungle? Quoi d'autre vit ici? Est-ce qu'ils vont tous être aussi gentils? Ou pas? Il ne te faut pas longtemps pour le savoir. Un son épouvantable envahit tes oreilles. Tu te tournes lentement cette fois-ci. Encore une surprise. À quelques mètres de là, une autre énorme bête te regarde. Ses yeux sont la partie la plus effrayante, grands ouverts et dirigés directement sur toi. Tu retiens ta respiration. Tout pourrait se finir en un instant. Mais au bout d'un moment, tu pousses un soupir de soulagement. Ce n'est qu'un zèbre. Eh bien, zébrosaure. Bizarre, des rayures noires et blanches sur un corps musclé et... Waouh! Sa tête est super longue. Sa queue a l'air de dire qu'il est sérieux et son dos est couvert de plaques osseuses. Le zébrosaure fait un pas en avant. Les zèbres, ils ne mangent que de l'herbe et des trucs comme ça, non? J'espère que ce truc aussi. Voyons voir. 3 options. Courir, s'allonger ou caresser le zébrosaure géant. Vlan, une bête bien plus poilue saute des buissons et la course est lancée. C'était un gloussement? Un rire? Un rire, c'était une hyène? Une hyénosaure? Les hyènes ont l'une des mâchoires et l'un des coups les plus forts du monde. Ça, plus le dinosaure, une combinaison assez sérieuse. Première option, courir. Ce zèbre semble savoir ce qui se passe. Tu commences à courir en te battant contre d'énormes plantes touffues et à trébucher sur les racines de grands arbres de la jungle. Tu sautes, tu plonges, tu esquives et tu sors enfin de la jungle, une plage. Parfait. Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir. Quel est le plan maintenant? L'océan, les palmiers, le soleil et enfin un peu d'air frais de la mer. Tu prends une grande respiration et tu fermes les yeux. Silencieux comme une plume, des pattes géantes qui écrasent doucement l'herbe, le bruit d'une queue élégante, énorme, grisâtre et forte, avec des griffes incroyablement longues cachées dans ses grandes pattes douces. Et la tête, horrible. Tu regardes une deuxième fois, toujours aussi répugnant. On dirait un crâne nu avec des dents pointues et des yeux jaunes et chauds. Cet animal ne s'intéresse pas du tout à toi. Il s'accroupit, il a l'air prêt à bondir. Puis le chatosaure ronronne paresseusement et commence à lécher sa fourrure. Au moins, il ne pensait pas que tu ressemblais à une souris, un bâton, une balle, une boîte en carton. Les chats aiment les choses les plus bizarres. Pas le moment, non. La plage est subitement remplie de gigantesques crabes rouges. Il y en a des centaines, couchés, au repos, avec leurs longues pinces acérées. Depuis quand les crabes ont-ils 10 yeux et 4 énormes pinces? Tu te couvres la bouche, mais le cri sort quand même. Tu cours dans la jungle et non, ce n'est pas la meilleure idée. Cette fois, tu cours et tu ne te retournes pas. Ton seul but est de ne plus entendre les cliquetis perçants des pinces du crabociraptor. Mais quelque chose a changé. La jungle a changé. La jungle a l'air de se transformer. Il n'y a plus de racines, d'énormes feuilles bizarres, l'air est plus frais, les chemins sont un peu plus larges. Apparemment, tu es dans une forêt maintenant. Tu tombes sur un grand champ ouvert avec un grand lac de rêve au milieu. Un endroit parfait pour un selfie. Bon, à part tous ces dinosaures et les arbres qui peuvent apparemment changer de forme. Un cri perçant traverse le lac. Il est assez facile de reconnaître cette élégante bête, même si sa couleur est un peu bizarre. C'est un simiodactyle gris avec un cou en forme de S et tout le reste. Mais ce cygne a subi quelques améliorations. Un bec aiguisé comme un rasoir, de grosses griffes puissantes et des yeux qui semblent pouvoir repérer un bon repas à des kilomètres de distance. Tu n'es pas un poisson, donc tu devrais t'en sortir. À part cela, le lac est magnifique. Il y a des nénuphars partout, de la taille d'une table. Des nénuphars, des énormes fleurs de lys, des énormes... Croix, super, un crapaudiosaure. C'est incroyable ce truc. Un énorme individu saute hors de l'eau et atterrit comme un ninja sur un nénuphar. Il ressemble à un gigantesque rocher couvert d'une peau rugueuse gris foncé. Il n'y a pas de prince charmant qui se cache dans cette chose? Oh, certes non.
Ouf, tu te caches derrière un buisson géant. Cette grenouille a une langue gigantesque et désagréable. Même cette langue délirante n'a pas pu le sauver de ce qui se trouvait derrière lui. La tête qui flotte d'un crocodilosaure géant. Raptor Rex machin chose. Il ressemble à un crocodile normal, mais en beaucoup plus grand. Comme s'il avait besoin d'aide pour être plus effrayant. Le crapaudiosaure saute de l'eau et commence à nager avec ses énormes pattes arrière. La chasse est lancée et très vite, ils disparaissent tous les deux sous la surface, en espérant que ce gars s'en soit sorti. Tu te sens presque désolé pour ce pauvre crapaud, mais pas le temps de réfléchir. Le sol commence à trembler. Ce n'est jamais bon signe. Quelques arbres près de toi tombent par terre. On dirait un bateau à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, une tortusaure! Ce gars doit arrêter le café et les protéines. C'est quoi ce bourdonnement? Il devient de plus en plus fort. Deux choses. 1, ça ressemble à une abeille. 2, s'il te plaît, que ce soit juste d'une taille normale. Mais au lieu d'un minuscule insecte volant, une abeille rex de la taille d'un humain se pose sur la carapace de la tortue géante. Elle a des pattes comme un haltérophile et ses antennes ont l'air très pointues. S'il n'y en a qu'une, c'est bien, avec un peu de chance. De nulle part, on entend un cri horrible. Oh, faites que ça s'arrête pour de bon. Une ombre gigantesque recouvre le sol et tu lèves les yeux. C'est une sorte de dinosaure qui ressemble à un oiseau. Ces choses ont en fait un nom officiel, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu ne vois que ses plumes bleu mauve, un bec pointu plein de dents acérées et... Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sortent de ses ailes? L'oiseau voit l'abeille Rex et descend en piqué pour saisir son goûter. Mais l'abeille Rex se cache sous la carapace de la tortue. Bien vu! Quelque chose me dit que je ne serais pas aussi rapide ou intelligent si cela m'arrivait. J'aurais probablement juste... Et boum, cela arrive! Ses yeux sombres et effrayants te remarquent de loin. Tu fais un petit pas en arrière. Jusqu'à présent, aucun des animaux ne t'a remarqué. Crac! Une brindille craque sous ta chaussure et soudain, des dizaines d'yeux se posent sur toi. Des yeux curieux, en colère, affamés. Retour à l'option 1, courir! Tu vas aussi vite que tu peux, mais tout semble inutile. Tu arrives à une énorme falaise avec une rivière au fond. Tu fermes les yeux et tu sautes. Boum! Tout ton corps tremble. Tu ouvres les yeux, tu es réveillé. C'était juste un cauchemar, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip. Eh, voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait 2 fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée.
Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda? À vos marques, prêts, partez! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun, le grizzly. Mais attends, où est le panda? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa 3e tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trombe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons! Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il? Un 3e joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer un siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Eh, pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre.
c'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindelle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'1 mètre de la ligne d'arrivée. Waouh! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café. Ta copine qui adore les chats t'a demandé de surveiller ses amis poilus pendant son absence pour le week-end. Tu arrives à la maison et tu ouvres le réfrigérateur pour leur donner quelque chose de sain comme du poulet. Tu remarques une barre de chocolat et tu décides de la leur donner comme friandise. Ouah, c'est une sirène? Ton ami t'appelle et te crie dessus. Il s'avère qu'elle a un système d'alarme qui se déclenche au moindre danger que courent ses chatons. Tu ne devrais jamais leur donner du chocolat. Il contient une substance toxique appelée théobromine. Aucun souci à se faire, le métabolisme humain s'en charge naturellement. C'est pourquoi, toi, tu peux manger du chocolat en toute sécurité. Plein de chocolat même. Plus il y en a, mieux c'est. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Mais cela ne fonctionne pas de cette façon pour les chats. La caféine est un autre composant dangereux pour eux. Toutes les sortes de chocolat sont dangereuses pour eux. Le chocolat amer, le chocolat au lait et même le chocolat blanc avec son faible pourcentage de cacao. Il y a aussi les brownies, les beignets, les biscuits et les bonbons au chocolat. Les pires types de chocolat sont le chocolat noir et le chocolat de boulangerie, car ils contiennent plus de cacao. Un petit carré de chocolat de pâtisserie peut faire autant de mal que 23 dragées au chocolat. La crème glacée au chocolat n'est peut-être pas aussi dangereuse du point de vue du cacao, mais elle contient aussi du sucre et du lactose provenant du lait, ce qui est également à proscrire. Le chocolat est aussi toxique pour les chiens, mais le danger dépend de leur taille. Les propriétaires de hamsters, de lapins et d'oiseaux doivent également exclure le chocolat du régime alimentaire de leurs animaux. L'édulcorant artificiel xylitol est également mauvais pour tous les animaux domestiques, sans exception. On le trouve dans les bonbons, les chewing-gums sans sucre, les dentifrices, les pâtisseries et de nombreux aliments diététiques. C'est le plus dangereux pour les chiens. Il vaut mieux s'assurer que les aliments qui en contiennent sont hors de portée. La plupart des chats adorent le thon et ils peuvent très bien en manger dans les aliments pour chats. Mais la consommation régulière de boîtes de thon pour les humains peut les priver de certains nutriments importants dont les chats ont besoin pour être en bonne santé. Ne laisse pas de boîte de conserve ouverte à un endroit accessible à ton minou. Le foie est sans danger pour les félins à petite dose, mais une trop grande quantité peut leur apporter plus de vitamine A qu'ils ne peuvent en tolérer. Ni les chats ni les chiens n'ont besoin d'oignons dans leur alimentation, que ce soit sous forme de poudre, cru, cuit ou déshydraté. L'ail est 5 fois plus fort que les oignons, il doit donc être exclu également. Ne donne jamais à ton chat une tasse de lait, un morceau de fromage ou un autre produit laitier. La plupart des félins ne peuvent pas digérer le lactose, et cela leur causerait de graves problèmes d'estomac. Il en va de même pour les chiens. Les produits laitiers peuvent provoquer des allergies alimentaires chez eux. Ainsi, au lieu de partager ton cornet de glace par une journée d'été, donne de l'eau froide à boire à ton chien. Les raisins et les raisins secs ne sont pas exactement la meilleure friandise pour ton animal. Même une petite quantité peut les rendre malades. Les premiers symptômes sont la léthargie chez les chiens et l'hyperactivité chez les chats. La caféine contenue dans le café, le thé et même dans les grains et le marc, ainsi que dans le coca et les boissons énergisantes, peut être fatale pour ton petit compagnon. Elle accélère le rythme cardiaque et la respiration, les rend agités et provoque chez eux des spasmes musculaires. Les résidus de graisse de la viande et les os, cuits ou non, peuvent causer des problèmes de digestion à ton chat ou à ton chien. Les os sont dangereux pour les deux car ils peuvent s'étouffer avec. Ils peuvent également causer une obstruction dans leur système digestif, ce qui est dangereux. Les œufs et la viande crue peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires chez les chats en raison des bactéries qu'ils contiennent. Les blancs d'œufs crus contiennent également une protéine qui peut causer des problèmes de peau et de pelage à ton chat. Le poisson cru est également mauvais car il contient une enzyme qui détruit la vitamine B qui est très importante pour les félins. Lorsqu'ils n'en ont pas assez, ils peuvent avoir des problèmes neurologiques. Si tu aimes donner à ton chat de la nourriture pour chien ou à ton chien de la nourriture pour chat, eh bien, arrête cela immédiatement. Si l'un d'entre eux goûte par accident à la nourriture d'une autre espèce, ce ne sera pas si grave.
Cependant, les chats ont régulièrement besoin d'une alimentation plus riche en protéines et en certaines vitamines et acides gras. Les aliments pour chiens ne contiennent pas suffisamment de ces nutriments. Les chiens ont besoin d'une alimentation beaucoup plus équilibrée que les chats et les aliments pour chats sont trop riches en graisse, en calories et en protéines pour eux. Cela peut entraîner l'obésité et perturber gravement leur estomac. Un aliment aussi inoffensif et riche en vitamines que l'avocat peut provoquer des allergies alimentaires chez ton chiot. La raison à cela est que les feuilles, les graines, l'écorce et le fruit de l'avocat sont tous riches en persine. Une trop grande quantité de cette substance, semblable à un acide gras, peut provoquer des problèmes d'estomac peu agréables. De plus, le noyau de l'avocat peut obstruer leur estomac. Les avocats sont également un aliment très dangereux pour les lapins et ils ne conviennent pas aux oiseaux de compagnie en raison de la persine. Certains types d'oiseaux ne le supportent pas, alors que chez d'autres, ils provoquent des lésions cardiaques. Il est donc préférable de ne pas tenter le diable et de ne pas leur donner du tout ce fruit. Les kakis, les pêches et les prunes sont à proscrire aussi car ils contiennent des graines ou des noyaux. Les noyaux des pêches et des prunes ne sont pas seulement une obstruction potentielle dans les intestins, mais ils contiennent aussi du cyanure. C'est un poison pour les humains et les chiens. Lorsque de la pâte à levure se retrouve dans l'estomac d'un chat ou d'un chien, elle fait ce qui est naturel, elle monte. Cela peut étirer l'abdomen de l'animal et lui causer des douleurs. Lorsque tu prépares des pâtisseries, ne laisse pas la pâte dans un endroit où ton animal peut la grignoter. 6 noix de macadamia crues ou grillées peuvent rendre un chien très malade. C'est encore plus dangereux quand Médor reçoit un chocolat avec des noix de macadamia. C'est une double peine. Même s'il mendie des chips ou des bretzels, ne les lui donne jamais. Trop de sel l'assoiffe et peut également lui causer des problèmes gastriques désagréables et une dépression. Pour les animaux de compagnie, le sel est encore plus dangereux. Un seul bretzel peut perturber leur équilibre hydrique et provoquer une déshydratation. Les pommes, les cerises, les abricots, les poires et autres fruits avec des graines et des noyaux sont tous dangereux pour les oiseaux en raison du cyanure qu'ils contiennent. Sans les noyaux ou pépins cependant, ils peuvent être consommés sans danger. Les lapins feraient mieux de les éviter également. Les tomates sont parfaitement sans danger pour les oiseaux, mais leurs tiges, leurs vignes et leurs feuilles sont toxiques et doivent être évitées. Les aliments riches en graisse, tels que le beurre, l'huile, les viandes grasses et les noix, peuvent provoquer chez les oiseaux, en particulier chez les perroquets Amazon et les perroquets Quaker, un taux de cholestérol élevé et de l'obésité. Les oignons et l'ail en grande quantité provoquent des problèmes digestifs chez les oiseaux. Les champignons ont le même effet. Les hamsters ont besoin d'une alimentation diversifiée qui ne doit inclure ni aliments sucrés transformés, ni malbouffe, ni tomates car elles sont acides, ni amandes amères car elles sont riches en cyanure. Les cacahuètes contiennent trop de graisse pour un hamster et l'option salée peut les déshydrater. Ils ne peuvent manger que de très petites quantités de fruits qui doivent toujours être correctement lavés, ainsi que des légumes. Les matières grasses sont mauvaises pour ton poisson de compagnie, alors rassure-toi qu'il n'y en a pas plus de 3% dans la nourriture que tu lui donnes, et jusqu'à 6% pour les carnivores. Conserve toujours leur nourriture sèche dans un petit récipient hermétiquement fermé. L'eau l'abîme, et si tu ouvres souvent un grand récipient, la nourriture pour poissons absorbe l'humidité de l'air. Dans la nature, les tortues ne manquent jamais une occasion de manger, et elles peuvent grignoter presque n'importe quoi. Elles n'y trouveront pas de produits laitiers et elles ne peuvent pas décomposer le lactose, donc ne leur donne pas de lait, de fromage, de yaourt et d'autres produits laitiers. Ne leur donne pas trop de viande, de poisson ou de poulet cru, car elles consommeraient plus de protéines qu'elles n'en ont besoin. Les aliments humains transformés comme les saucisses ou les conserves, les frites, le ketchup sont également une très mauvaise idée. Ils contiennent trop de sel et d'autres conservateurs. Fais également attention aux fruits, surtout si tu as une tortue aquatique. Les lapins n'ont pas besoin de yaourt, de friandises riches en glucides comme le muesli, le pain, les pâtes, les biscuits, les crackers et les céréales dans leur alimentation. La laitue iceberg est également à proscrire, car elle contient un produit chimique dangereux pour leur santé. Les pommes de terre et le panais, qui contiennent beaucoup d'amidon, sont difficiles à digérer. Le beurre de cacahuète leur cause également des maux de ventre. La nourriture pour hamster, ainsi que celle pour chien ou chat, ne doit jamais finir dans la gamelle d'un lapin. Elle contient trop de mauvaises vitamines et de mauvais minéraux et pas assez de nutriments dont le lapin a besoin. Donc, chaque soir, juste avant d'éteindre la télévision et d'aller au lit,
Ton toutou entre dans le salon. Il s'étend sur le sol et semble regarder la télévision. En 2012, au Royaume-Uni, une entreprise qui produit des aliments pour chiens a réalisé une publicité inédite. Elle a été conçue pour attirer l'attention des chiens. La publicité utilisait des sons spéciaux à haute fréquence. Ils étaient inaudibles pour l'oreille humaine, mais les chiens les entendaient parfaitement bien. L'idée était simple, le chien est tellement envoûté par la publicité que les propriétaires ne peuvent que le remarquer. Et la prochaine nourriture pour chiens qu'ils achèteront sera évidemment le produit vanté dans la publicité. En théorie, l'idée semblait prometteuse. En réalité, la plupart des chiens n'ont montré aucune réaction. Cela signifie que les publicités ne peuvent probablement pas manipuler les animaux de compagnie aussi bien qu'elles n'influencent les gens. Mais même si cette expérience est soldée par un échec, les chiens trouvent toujours intéressant de regarder la télévision. Tu as peut-être remarqué que ton compagnon préféré réagit aux animaux, aux objets en mouvement et aux autres images qui apparaissent à l'écran. C'est presque comme s'il voyait les mêmes choses que toi. En termes de couleurs, la télévision et la réalité ne sont pas différentes pour les chiens. Ils voient le monde dans les nuances de jaune et de bleu et ne peuvent pas distinguer les teintes de vert et de rouge. De plus, la vision canine est quelque peu floue. Les chiens traitent ce qui se passe à l'écran d'une manière différente de la tienne. Lorsque tu regardes quelque chose, ton cerveau a besoin de 16 à 20 images vidéo par seconde pour détecter les mouvements. Pour ton toutou, ce nombre doit être supérieur à 70 images par seconde. Disons que ton animal est assis devant un vieux téléviseur. Ce qu'il voit ressemblerait dans ce cas à un flipbook. S'il s'agit d'une télévision moderne, il est fort probable que ton chiot soit beaucoup plus intéressé. En effet, les téléviseurs modernes ont une fréquence d'images vidéo plus rapide. Quant au contenu en tant que tel, les chiens réagissent aux mêmes choses qui attireraient leur attention dans la vie réelle. Il peut s'agir de jouets qui couinent, d'ordres donnés, et d'autres chiens qui aboient, grognent, jappent, etc. Mais si l'écran de télévision ne montre rien qui ait un rapport avec les chiens, alors ton animal restera probablement complètement indifférent. Dans le cadre d'une expérience menée en 2017, on a proposé à des chiens de regarder différentes activités se déroulant sur 3 écrans. Les animaux ne montraient aucune préférence pour un écran par rapport aux autres. En fait, ils ne se montraient pas du tout curieux ou désireux de passer du temps devant une télévision. C'est peut-être parce que les chiens ont une capacité d'attention très courte devant la télévision. En général, ils ne regardent l'écran que quelques secondes à la fois. Notons toutefois que les chiens de chasse, qui sont par nature intéressés par les objets en mouvement, peuvent être facilement captivés, alors que les chiens, qui se fient surtout à l'odorat, s'ennuieront en un rien de temps. D'autres animaux de compagnie, comme les chats ou les perroquets, semblent également apprécier 1 ou 2 émissions de télévision occasionnelles. De nombreux propriétaires de perroquets sont persuadés que leurs oiseaux adorent regarder la télévision. Ils s'enthousiasment lorsqu'une publicité particulière est diffusée. Ils peuvent même commencer à battre des ailes, à danser ou à siffler. Mais que voit-il à l'écran? La vision d'un perroquet est différente de la tienne à plusieurs égards. Tout d'abord, ses yeux se situent sur les côtés de la tête et non pas vers l'avant. Cela permet à l'oiseau de voir une plus grande surface et de se protéger de ses ennemis. Mais même si les perroquets ont une vision plus large, ils ne perçoivent pas assez bien la profondeur. Cela signifie que les images sur un téléviseur à résolution écran large leur paraissent beaucoup plus plates qu'elles ne le sont pour toi. Lorsque tu regardes la télévision, tu vois une image constante. Mais pour les perroquets, l'écran clignote constamment à une vitesse accélérée. La chose la plus cool, c'est que ces oiseaux peuvent voir la lumière ultraviolette, alors que l'œil humain, lui, ne peut pas la détecter. Et qu'en est-il des chats? Ces animaux sont des chasseurs nés. C'est pourquoi ils réagissent le plus souvent aux images des rongeurs et des oiseaux. Dans une étude, plus de 100 chats ont regardé la télévision pendant 3 heures par jour. Les félins ont été répartis en 5 groupes d'études. Chaque groupe avait son propre programme à regarder, qui allait des images de personnes et d'animaux en mouvement à un écran vierge. Le temps moyen que les chats passaient à regarder la télévision était un peu plus de 6%. Les émissions les plus populaires étaient celles sur les animaux. Si ton chat aime regarder l'écran de temps en temps, essaie de ne pas le laisser seul devant la télévision. Il y a de fortes chances que l'instinct de chasse de ton animal prenne le dessus. Et lorsqu'il bondira pour attraper un oiseau qui vole à l'écran, la télé finira par se retrouver par terre. Dans l'ensemble, il n'est peut-être pas mauvais que nos animaux domestiques aient un temps d'écran aussi limité. Mais toute cette histoire de télévision et d'animaux me fait réfléchir. En fait, comment les différentes créatures voient-elles le monde qui les entoure? Les yeux des poissons ne sont pas si différents des nôtres, mais ils sont recouverts d'un film protecteur. Sinon, les poissons ne pourraient pas voir clairement sous l'eau. Comme dans l'œil humain, les yeux des poissons sont munis de bâtonnets pour la vision en noir et blanc et de cônes pour la vision des couleurs. Certaines espèces de poissons, comme les poissons rouges vivant dans les aquariums, peuvent également voir les ultraviolets. Les yeux des poissons sont également conçus de telle manière que tout ce qui se trouve à proximité semble plus grand qu'il ne l'est en réalité.
Les serpents ont une vision relativement faible, c'est pourquoi ils doivent sortir la langue pour avoir une idée de ce qui se passe autour d'eux. Le côté positif, c'est que les serpents peuvent repérer les radiations thermiques de façon étonnante. Toutes les créatures vivantes émettent ce type de rayonnement. La nuit, cette capacité naturelle est 10 fois plus efficace que n'importe quel appareil de vision nocturne moderne. Mais le jour, les serpents ne peuvent réagir qu'au mouvement. Quant aux rats et aux souris, ils n'ont pas non plus une vision parfaite. Elle est assez floue avec une mauvaise perception de la profondeur. Ces rongeurs perçoivent les couleurs un peu comme les personnes atteintes de daltonisme rouge-vert. Tout a l'air bleuâtre. Et les couleurs qu'ils voient sont aussi un peu délavées. De plus, les rats et les souris ont tendance à relier les odeurs à ce qu'ils voient sur le moment. La plupart du temps, ils perçoivent le monde à l'aide de leur moustache, par le toucher. Meuh! Les vaches peuvent voir le monde dans des couleurs beaucoup moins éclatantes que la plupart des gens. Seules quelques teintes semblent vives, les autres sont comme délavées. Ces bêtes ne voient pas non plus les choses de façon assez claire. C'est parce que leurs yeux ne peuvent pas se concentrer aussi vite que ceux des humains. De plus, les vaches ont besoin de plus de temps pour traiter les informations visuelles. Elles ont une mauvaise perception de la profondeur en raison de leur vision verticale limitée. Celle-ci est de 60 degrés contre 140 degrés chez l'homme. Tu as peut-être remarqué que les vaches s'arrêtent avant de traverser les ombres. C'est parce qu'elles ne peuvent pas dire si c'est une ombre, un fossé ou un trou dans le sol. Les chevaux, eux, peuvent voir à presque 360 degrés. Mais ils ont deux angles morts, un petit directement devant leur nez et l'autre derrière leur queue. Les chevaux ne voient pas les couleurs aussi brillantes que nous. Leur déficience en couleur les empêche carrément de voir certains objets. Ils ne peuvent pas non plus distinguer le rouge. Les humains peuvent voir plus de teintes que les abeilles, mais ces dernières ont une vision plus large des couleurs. Nous basons nos combinaisons de couleurs sur le bleu, le vert et le rouge, et les abeilles sur le bleu, le vert et l'ultraviolet. Ces insectes n'ont pas de photorécepteurs spéciaux pour voir la couleur rouge, mais ils peuvent distinguer le jaune, l'orange et une couleur unique appelée violet des abeilles. C'est un mélange de jaune et de lumière ultraviolette. Les abeilles perçoivent la couleur 5 fois plus vite que les humains. Leur vision des couleurs n'est pas seulement la plus rapide du monde animal, mais elle les aide également à trouver des pistes d'atterrissage naturelles invisibles pour les autres. Les yeux des mouches ne bougent pas, mais leur forme sphérique et la façon dont ils dépassent de la tête des insectes donnent à ces insectes une vision à presque 360 degrés. Ils ne peuvent cependant pas faire la mise au point et sont myopes, tout comme certaines personnes que je connais, cela dit. Mais le plus cool dans leur façon de voir le monde, c'est qu'ils ressemblent à une mosaïque, des milliers de petites images qui, ensemble, forment un tout. Ce n'est pas pour rien que les mouches sont si mobiles. Même si ces insectes ne voient pas bien, ils sont très doués pour capter les mouvements. Cette capacité les aide à fuir en un clin d'œil. Passons à autre chose. Les requins voient le monde en monochrome. Ces créatures sont un peu myopes, mais ils n'ont besoin de leur sens de la vue que lorsqu'ils se rapprochent de leur futur dîner. Et dans la pénombre, un requin peut voir presque 10 fois mieux que toi. Les yeux des escargots de jardin ne peuvent pas faire la mise au point ni voir les couleurs, mais ces créatures lentes peuvent distinguer d'autres êtres vivants qui s'approchent. Les escargots savent aussi comment naviguer vers des endroits sombres et sûrs. Tout cela grâce à leur capacité à analyser la différence d'intensité lumineuse. Les palourdes géantes adultes, elles, ne bougent pas. Elles s'attachent à un rocher ou à un corail et observent le monde à travers des centaines de minuscules trous d'épingles. Ceux-ci sont situés sur les bords de leur corps mou. Les palourdes peuvent distinguer 3 différentes couleurs, mais malheureusement, elles ne sont pas capables de combiner les informations qu'elles reçoivent. C'est pourquoi elles voient des images lumineuses et colorées, mais totalement déformées, ce qui ne les empêche absolument pas d'être parfaitement délicieuses. C'est une journée comme les autres. Pour le moment, en tout cas. Tu sors du lit les cheveux en pagaille, tu t'étires et tu bailles à t'en décrocher la mâchoire. Si tu dors encore 5 minutes, tu risques de prendre du retard. Donc pas de temps à perdre. Tu te précipites, pas de petit déjeuner, tu prends ta veste et tu sors en claquant la porte. Pouf! Tu te retrouves dans le noir. Tu ouvres doucement les yeux. L'air a une odeur différente et ça te donne un peu le vertige. Tu entends une sorte de cri de dinosaure, comme dans un film. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et... Attends, on dirait vraiment la préhistoire. Il fait chaud et humide. Tout autour de toi est vert et luxuriant. Tu aperçois des créatures qui bougent entre les arbres. Certaines d'entre elles ont un bec et ressemblent à des canards qui ont trop grandi. D'autres ont des cornes. Et là, tu réalises que ce sont réellement des dinosaures. Donc, tu es vraiment retourné dans le passé. Après avoir examiné la situation, tu sens quelque chose qui te chatouille le bras. Tu te retournes pris de panique, et là... Ah! C'est quoi cette créature nichée dans ta manche?
La première chose que tu remarques, c'est qu'elle est toute petite. Beaucoup plus petite que ton chat, qui est sûrement en train de faire une sieste dans sa niche au moment où l'on parle. Imagine un colibri, le plus petit oiseau de la Terre. La créature qui est dans ta manche est encore plus petite. Est-ce que c'est un insecte préhistorique? Non, c'est un dinosaure, le plus petit dinosaure qui ait jamais existé. C'est un oculudentavis, ce qui veut dire oiseau, œil, dent. Son crâne mesure moins d'1 centimètre. L'animal entier mesure environ 5 cm. Tu ne sens même pas son poids sur ton bras. Le machin pèse à peine 30 grammes. Il est clairement carnivore. Il a plus de 100 dents minuscules. Elles sont coniques et pointues. Tu bugs 2 secondes. Et si le dino te mordait, tu ne sais même pas s'il est vénéneux. Mais on dirait qu'il est seulement intéressé par les insectes. Il a aussi d'énormes yeux globuleux. C'est d'ailleurs légèrement dérangeant, sur le côté de sa tête. Ses yeux sont clairement ceux d'une créature qui est particulièrement active le jour. Si seulement tu avais un expert à portée de main, il pourrait t'expliquer pourquoi une si petite créature existait au temps des géants de la préhistoire. C'est probablement à cause du phénomène de miniaturisation. Au fil du temps et des générations, des animaux relativement grands sont devenus de plus en plus petits. Ça peut arriver à des animaux qui vivent sur des îles ou qui sont isolés des autres espèces. Une autre chose qu'un expert te dirait, c'est que cette petite créature n'est probablement même pas un dinosaure. Après avoir examiné le crâne de la petite bête, ou plutôt une fois qu'ils l'auront examiné, les experts ont avancé l'hypothèse que ce n'était pas un dinosaure, mais un lézard. Mais même si cette hypothèse était vraie, ce serait un lézard bizarre. Après tout, il a une tête d'oiseau. Peu importe ce que c'est, tu en as marre de rester immobile. Fais attention de ne pas le déranger. Dès que tu fais un pas, pouf, tout redevient noir. Tu rouvres les yeux doucement. Changement de décor. Tu jettes un coup d'œil aux alentours. C'est là que tu remarques que plusieurs gros buissons commencent à bouger. Tu sais qu'il faudrait t'enfuir, mais ta curiosité l'emporte. Tu t'approches pour voir ça de plus près et te mets à hurler comme une sirène. La créature devant toi ressemble à un mille-pattes. Un mille-pattes géant de 2 mètres de long, le plus gros du monde. C'est un arthropleura. Les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi cet insecte, comme d'autres d'ailleurs, était aussi gros il y a 300 millions d'années. C'est peut-être dû à la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. 30% de l'air à l'époque, 21% aujourd'hui. C'est peut-être cet élément qui permettait aux insectes d'atteindre ces tailles énormes. De plus, ces animaux n'avaient pas de prédateurs. La seule chose qui te rassure un petit peu, c'est que cette bête n'a pas l'air d'être carnivore. C'est un cousin d'un mille-pattes, et il se nourrissait de matière organique en décomposition. Miam! Tu as à peine le temps de reprendre tes esprits, quand soudain, quelque chose passe à côté de ta tête avec un bruissement. Il faut vraiment que tu t'habitues au fait de croiser des créatures géantes et effrayantes. Cet animal volant ressemble à une libellule, mais avec une envergure de 60 mètres minimum. Selon les experts, c'est le plus gros insecte de tous les temps. Le truc le plus fou, c'est qu'il ressemble vraiment à une libellule géante. Mais cet insecte fait partie de l'ordre éteint des méganisoptères. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de passer son chemin, le machin qui n'est pas une libellule... revient vers toi. Tu es paralysé par la peur. Et tu ne t'enfuis même pas. Pouf! Il fait encore tout noir. Tu devrais y être habitué. Tu ouvres les yeux et tu aperçois une ombre imposante pendant que tu es au sol. Ça, c'est un dinosaure. Tu sais même quel dinosaure c'est. C'est un stégosaure. Ces gros dinosaures ont existé à la fin de l'ère jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Ils se caractérisaient par des plaques osseuses sur le dos. Les plus grosses mesuraient 60 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Les stégosaures étaient lourds, gros et maladroits. Ils atteignaient la hauteur de 2 personnes adultes et pesaient environ 5 tonnes. Malgré ce corps énorme, ils avaient un petit cerveau. Soit un cerveau 2 fois plus petit que celui de nos chiens d'aujourd'hui. C'est pour ça que le stégosaure était si lent. Certains experts considèrent qu'il ne dépassait jamais les 8 km/h. Avant même de pouvoir commencer à paniquer, tu te rends compte que la bête n'est vraiment pas intéressée par toi.
Par contre, c'est un gros mangeur de végétaux. Grâce à son bec sans dents, il parvient à croquer dans les plantes basses comme les pins, les fougères et les cycas. Bon, ce n'est pas encore l'heure de se reposer sur ses lauriers. Une ombre traverse le ciel. Tu le connais, celui-là aussi. C'est un ptérodactyle. La première espèce découverte de ptérosaures, de grands reptiles volants. Le ptérodactyle marchait sur 4 pattes et, contrairement à certains de ses cousins, il avait des dents. Même si ces créatures étaient des créatures volantes, ce ne sont pas les ancêtres de nos oiseaux. Ces derniers sont les descendants de petits dinosaures qui marchaient sur 2 pattes et étaient couverts de plumes. Bon, le ptérodactyle qui est en train de voler au-dessus de ta tête n'est pas aussi effrayant que dans les films. Il est plutôt petit, son envergure ne dépasse pas le mètre. Mais juste pour être sûr de rester sain et sauf, tu décides de te cacher sous un arbre. C'est comme avec les pigeons, vaut mieux pas recevoir un cadeau sur la tête. Ça, c'est fait. Comme par hasard, pendant que tu cherches à atteindre la forêt pour être a priori en sécurité, tu trébuches sur une racine. Tu tombes sur le dos et pouf, c'est le blackout. Quand tu te réveilles, pour la énième fois, tu as du mal à respirer. On dirait que quelque chose est enroulé autour de ton corps. Tu relèves doucement la tête pour voir et... Ah, est-ce que je vais survivre à cette journée? Un serpent géant s'est enroulé autour de toi. Il est tellement grand que tu le reconnais immédiatement. C'est le titanoba. Il n'existe aucun autre reptile aussi gros, ni vivant, ni éteint. Ce serpent pesait plus d'1 tonne et mesurait probablement 13 mètres environ. En guise de comparaison, l'un des plus gros serpents actuels vivants, l'anaconda, pèse 1/4 de tonne et atteint les 9 mètres de long maximum. Le titanobia vivait en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Il aimait les coins les plus humides des forêts tropicales, comme l'anaconda. Les chercheurs ne sont pas totalement sûrs, mais ils considèrent que ce serpent pouvait soit vivre dans l'eau, soit juste aux abords. Il se nourrissait probablement de crocodiles, de tortues et de poissons. Soudain, tu sens que le serpent se met à bouger. Est-ce qu'il va t'écrabouiller? C'est là que tu regrettes de ne pas pouvoir voyager dans le temps quand tu veux. Et là, pouf, encore une fois. Tu te retrouves sur les quais d'un large fleuve. Tu t'approches de l'eau et tu remarques que quelque chose bouge sous la surface. Tu te baisses pour voir ce que c'est, puis tu recules brusquement. Le poisson de 60 cm de long que tu viens d'apercevoir a une rangée de dents triangulaires aiguisées et dentelées comme un couteau à pain. C'est le méga piranha. Il faut être extrêmement prudent. La morsure de ce poisson est vraiment puissante. Elle peut atteindre 30 fois le poids du piranha, à savoir de 9 à 14 kilos en moyenne. En guise de comparaison, les piranhas modernes ne pèsent pas plus de 900 grammes. Le méga piranha vivait en Amérique du Sud il y a entre 6 et 10 millions d'années. C'est trop vieux et trop loin pour toi. Tu t'assois par terre, loin de l'eau, et tu attends. Tôt ou tard, tu vas entendre un pouf et retomber dans le noir. L'aventure va continuer. Puis d'un coup, tu repenses au goût étrange du burrito que tu as mangé la veille. Est-ce que ça peut avoir un lien? Méduse et corail. L'un ressemble à une plante, tandis que l'autre nage comme un poisson. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Ils appartiennent tous deux à la même famille de créatures dotées de tentacules urticants. Aïe! C'est difficile à croire, mais le corail est en réalité un animal. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, or les coraux ne le font pas. Ils sont constitués de milliers de polypes qui sont de minuscules créatures coralliennes. Ils ont des sortes de petits bras en forme de tentacules qu'ils utilisent pour attraper la nourriture et la projeter dans leur bouche. Ils ont l'air innocents et inoffensifs, comme une fleur marine qui reste là à ne rien faire. C'est probablement ce que pensent aussi les méduses qui flottent près d'eux, se cachant des plus gros prédateurs. Mais quand elles s'y attendent le moins, le corail en attrape une. Les biologistes ont été surpris par la puissance du corail. Attraper un animal plus gros qui bouge alors que lui est immobile nécessite un solide travail d'équipe. Quelques polypes attrapent la cloche de la méduse avec des tentacules, tandis que d'autres s'attaquent rapidement aux bras qui lui servent à se nourrir. Et la pauvre créature n'a aucune chance de s'échapper. Comme ce sont des cousins éloignés, les scientifiques pensent que les coraux sont immunisés contre le venin de la méduse. Scorpions et tiques.
Les tiques ressemblent en tout point à des insectes, mais en remontant leur lignée, les scientifiques ont réalisé qu'elles sont étroitement liées aux scorpions. Ils se nourrissent tous deux d'aliments liquides, ont un grand sens de l'odorat qu'ils utilisent pour trouver de la nourriture et ont 8 pattes. Les scorpions sont meilleurs pour survivre dans des conditions difficiles. Ils peuvent passer une année entière sans manger. Mais lorsqu'ils mangent, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ils ne s'attaquent pas seulement aux petites bestioles comme les insectes et les araignées, mais aussi aux souris et à certains lézards. Il semble que les deux soient là depuis plus de 400 millions d'années, soit bien avant l'arrivée des dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être parmi les premiers animaux à être passés de l'eau à la terre. On a retrouvé la griffe fossilisée d'un scorpion de mer de 46 cm de long, ce qui implique que la bête elle-même faisait à peu près 2,50 m de long. D'ailleurs, après avoir trouvé la pince, les scientifiques ont réalisé que les crabes, scorpions et araignées géants étaient bien plus grands que nous le pensions. Suricates et civettes. Ils ressemblent à des chats et pourtant, aucun des deux n'a le moindre lien de parenté avec ces félins. Mais ils ont un corps assez long et agile, ce qui en fait des cousins éloignés des belettes et des mangoustes. Ils élèvent tous deux leurs petits dans des tanières souterraines, mais les suricates aiment le travail d'équipe. Ils font la plupart des choses ensemble, ce qui inclut prendre soin des petits et les élever. A l'inverse, les civettes sont plutôt des introvertis, qui n'aiment pas les réunions de groupe. À la naissance, elles ont une fourrure complète, peuvent bouger et sont pratiquement prêtes à découvrir le monde. Les suricates, au premier stade de leur vie, n'ont pas les sens très développés et ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir. Parvenus à l'âge adulte, ils sont plutôt résistants. Ils sont assez forts pour survivre au venin des serpents, ont leur propre méthode pour attraper les scorpions, ont une excellente vision et sont capables de survivre sans eau. Ils ne tirent leur liquide que de ce qu'ils mangent. Les civettes sont nocturnes, tandis que les suricates apprécient une bonne nuit de sommeil et sont actifs pendant la journée. Humains et kangourous. Nous nous sommes en quelque sorte séparés il y a environ 150 millions d'années, mais nous avons toujours une lignée commune et comme les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années, un génome presque identique. Cela pourrait nous donner plus de réponses sur ce que nous étions à l'époque. Bien que la main droite soit dominante chez la plupart des humains, certains d'entre nous sont gauchers. Or, c'est la même chose pour les kangourous. Après avoir commencé à marcher sur 2 pattes, ils ont eu 2 mains libres pour effectuer d'autres tâches. C'est alors qu'un côté est naturellement devenu dominant. Quant à la queue, les kangourous, comme la plupart des mammifères, en ont une pour un meilleur équilibre, surtout lorsqu'ils courent. Dans notre arbre généalogique évolutif, la queue a disparu. Les gorilles, les chimpanzés et les autres primates, y compris nous, n'en ont pas. Les animaux à 4 pattes ont besoin de beaucoup d'énergie pour chaque pas qu'ils font, alors que nous pouvons marcher sur 2 pattes plus facilement grâce à la gravité. Chaque fois que nous faisons un pas, elle nous tire en quelque sorte vers l'avant. Ainsi, nous utilisons 25% d'énergie en moins que si nous marchions à 4 pattes. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de queue pour nous équilibrer. Fourmis et abeilles. S'il y avait une réunion de famille, les abeilles n'inviteraient pas les guêpes. Les scientifiques ont longtemps pensé que les fourmis étaient les parents les plus proches des guêpes. Il s'avère qu'elles ne sont liées qu'à certaines espèces comme les guêpes creuseuses et plus probablement aux abeilles. Les fourmis et les abeilles ont toutes deux des yeux spécifiques composés de facettes minuscules et des antennes. Elles sont toutes les deux des créatures sociales, vivent en groupes plus importants, elles sont travailleuses et apprécient le travail d'équipe. Elles construisent des nids et y retournent après avoir mangé. Elles sont aussi toutes deux très responsables. Les fourmis nettoient l'environnement, enlèvent les feuilles, les restes de nourriture, les restes d'insectes, mangent les insectes nuisibles et creusent des tunnels qui aident les plantes à mieux pousser car davantage d'air atteint alors le sol. Les abeilles fabriquent du miel et pollinisent les fleurs, ce qui explique en partie pourquoi la nature est si diversifiée. Oiseaux et dinosaures. Les oiseaux viennent d'un groupe de carnivores auquel appartient aussi le T-Rex, appelé théropode. Les fossiles d'anciens oiseaux datent de 150 millions d'années. Ils ressemblaient à de petits dinosaures avec des plumes et aussi des dents pointues. Mais de nombreux dinosaures avaient aussi des plumes et pas seulement ceux qui pouvaient voler. Les jeunes T-Rex sortaient de l'œuf sous la forme de boules molles et dufteuses comme les oisillons. Les plumes étaient utiles pour garder au chaud et les protéger. Le Vélociraptor était aussi couvert de plumes et avait des poignets et des chevilles articulées ainsi que 3 orteils. Certains dinosaures avaient aussi des os creux, certains s'asseyaient sur les œufs pour les tenir au chaud, tandis que d'autres dormaient la tête sous le bras avec les membres repliés comme les oiseaux. Et leurs griffes étaient aussi similaires. Baleines et vaches. Il y a très longtemps, environ 50 millions d'années,
un petit animal se promenait sur les rivières du sud de l'Asie. Il avait des sabots et des pattes fines. La créature se nourrissait sur la terre ferme, mais lorsqu'elle sentait un danger arriver, elle sautait dans l'eau pour être en sécurité. Cet animal, appelé Indohyus, était le plus ancien parent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de baleine et de dauphin. Une fois que cette créature inhabituelle est arrivée dans l'eau, la façon dont elle a évolué en baleine est devenue plus claire. Ses cousins qui sont restés sur la terre ferme ont pris une direction différente. Ils sont ce que nous connaissons aujourd'hui comme les mammifères à sabots, notamment les vaches, les moutons, les cochons, les girafes, les chameaux, les cerfs et même les hippopotames. Limules et araignées. Les limules ont une carapace semblable à celle des crabes et passent la plupart de leur temps à ramper au fond de la mer. Mais malgré ce comportement, elles sont plus apparentées aux araignées qu'aux crabes qu'elles côtoient probablement. Les limules ont 10 yeux sur les côtés et le dos, du sang bleu et peuvent remplacer certaines des parties de leur corps. Elles ont un corps segmenté avec des pattes articulées, tout comme les araignées. Elles se trouvent sur Terre depuis 500 millions d'années déjà, et leurs ancêtres préhistoriques pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Elles avaient des queues assez longues qu'elles utilisaient comme outil pour creuser lorsqu'elles avaient besoin de trouver de la nourriture. Avec leur queue, elles pouvaient même se redresser lorsqu'elles se retrouvaient à l'envers. Heureusement pour nous, elles n'ont jamais suffisamment évolué pour finir par marcher sur la terre ferme, comme le font leurs cousines. Voici un trio intéressant: les tapirs, les chevaux et les rhinocéros. Bien que les tapirs ressemblent plus à d'adorables cochons avec des trompes, ils ne sont apparentés ni à ceux-ci ni aux éléphants. Les rhinocéros sont originaires d'Amérique du Nord, et les premiers ne ressemblaient pas aux gros cailloux à la peau épaisse que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des mammifères élancés de la famille d'un poney. Certains des premiers chevaux peuplaient également ces régions et ressemblaient à de petits chiens avec des sabots. Les premiers tapirs étaient petits aussi. Les scientifiques ont aussi découvert un petit mammifère à sabots dont le nom scientifique est Cambaïtherium. Il vivait en Inde, laquelle était une île à l'époque, il y a plus de 50 millions d'années. Les os de sa mâchoire inférieure étaient soudés et la créature était herbivore, tout comme les chevaux et les rhinocéros. Il n'était pas leur ancêtre, mais il a aidé les scientifiques à comprendre comment ces trois-là appartiennent au même groupe. Éléphant et lamantin. Les vaches de mer marchaient autrefois sur la terre ferme, et la preuve en est que les scientifiques ont découvert un animal intéressant, le Pésosirène, issu de l'arbre généalogique primitif de la vache de mer. Il vivait dans la Jamaïque préhistorique et s'est éteint il y a 40 millions d'années. Le lamantin actuel pèse le poids d'un piano standard et on peut le trouver dans les rivières et les eaux côtières peu profondes des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'Afrique de l'Ouest et du sud des États-Unis. L'éléphant pèse autant qu'un bus scolaire et vit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Ces deux-là ont pris des chemins différents, mais à voir cette créature à l'allure inhabituelle, on devine le lien qui existe entre eux. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des Mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir.
Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise deux types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement trois types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient trois couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour deux couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de -2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de zéro, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Il les aide à rester chez eux car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobiles. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles, et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou, qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. À première vue, il semble que l'évolution les ait pourvues de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver, et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le cou pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats. De la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leur bois. Plus le cou est épais, plus les chances de gagner le combat sont grandes. Certains insectes jouent à l'opossum lorsqu'il y a un prédateur à proximité. Par exemple, lors d'une expérience, des scientifiques ont observé un fourmillon à l'état larvaire. Il a été capable de faire le mort pendant 61 minutes. En quoi cela peut-il être utile?
Eh bien, mettons que tu sois dans un jardin où tu vois un tas de buissons identiques avec des fruits. Tu vas vers le premier buisson et tu commences à cueillir et à manger les fruits. Miam, c'est si simple! Et tu le fais relativement vite. Mais au fur et à mesure que tu dépouilles ce buisson, tu as de plus en plus de mal à trouver d'autres fruits. Et c'est un peu irritant car cela prend beaucoup plus de temps qu'au début. Tu dois donc maintenant décider si tu dois rester là et essayer d'en trouver plus, ou simplement passer à un autre buisson pour que tout soit à nouveau facile et rapide. En supposant que tu sois le prédateur et que les prédateurs soient gourmands, tu chercheras simplement à manger le plus de fruits possible en un minimum de temps. Cela signifie que tu vas passer à un autre buisson et cueillir les fruits qui s'y trouvent, puis passer au suivant et ainsi de suite. Les chercheurs expliquent la même logique lorsqu'il s'agit d'oiseaux et de larves de fourmillons. Il semblerait que les insectes fassent perdre du temps aux prédateurs lorsqu'ils font le mort, ce qui a un impact important sur la façon dont les choses se passent ensuite. De cette façon, ils encouragent le prédateur à chercher de la nourriture ailleurs, car le prédateur n'a pas autant de temps à perdre. Donc faire semblant d'être mort est en fait un bon moyen de rester en vie. Selon l'espèce, les jeunes oiseaux passent de 10 à 30 jours dans leurs œufs. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais la nature a créé un mécanisme parfait pour qu'ils puissent respirer. Pendant qu'un oisillon se développe à l'intérieur de l'œuf, une sorte de structure creuse en forme de sac se développe à partir de l'intestin. C'est comme une petite poche qui fusionne avec une deuxième membrane qui entoure l'embryon. Ensemble, ils forment un type de membrane spéciale. Ainsi, une extrémité est attachée à l'embryon, tandis que l'autre est proche de la surface intérieure de la coquille de l'œuf. Cette membrane spéciale agit comme un tissu pulmonaire et relie le monde extérieur au système circulaire de l'oisillon. La plupart des animaux ont des yeux, mais certaines espèces en requièrent davantage. Par exemple, certains reptiles, amphibiens et poissons ont un troisième œil sur le dessus de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui améliore beaucoup leur vue, mais cela les aide simplement à se repérer grâce à la lumière du soleil et à réguler leur température corporelle. De nombreux invertébrés ont plus de 2 yeux. La plupart des araignées en ont 8, car de cette façon, elles peuvent repérer leur proie plus facilement. L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, et elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux, c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pose ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfouissent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens et même des petits bateaux, mais c'est faux. La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de plancton et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge. En revanche, nous ne pourrions pas survivre au suc gastrique d'une baleine bleue.
il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace en combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leurs bosses. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piègent les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout rond. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur, une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km/h. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km/h. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal, car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hiboux peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la lune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 km. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations du sol. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de 1000 pattes, de vers et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période. Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques ralentissent considérablement. Il conserve alors son énergie.
Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essayes d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis et ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perce-oreilles ne te pondront pas d'œufs dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides, comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille.